On sait que les terroristes sont capables de tout, y compris de cacher même des armes sous le lit d'un enfant. Moi, je regarde aussi et je tombe sur un jeu de cartes. Les cartes, ce sont des bombes, des kalachnikovs et tout un tas de saletés, de têtes coupées. Je regarde les enfants, je dis mais c'est quoi ce jeu de cartes? Et il me dit c'est mon papa qui joue avec moi pour devenir un parfait terroriste. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Georges Salinas, le patron du GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, qui a fait une émission il y a quelques temps sur Légende au début du média. Et en fait, vous avez été nombreux à nous demander de le réinviter parce qu'on n'avait pas pu parler de tous les sujets. Il était avant patron opérationnel de la BRI, notamment à l'époque du Bataclan. Il avait commencé à nous raconter et sa femme viendra le rejoindre tout à l'heure sur le plateau, Catherine. Elle s'assiera à côté, elle va nous raconter le quotidien de femmes, de policiers d'élite. Comment est-ce qu'elle a vécu l'assaut de l'hypercachère, du Bataclan, en sachant que son mari y était, qu'elle était avec ses enfants en train de regarder la télé en direct. Elle va nous raconter son quotidien. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux sur Légende. Et merci à World of Tanks qui est notre partenaire sur cette vidéo. C'est un jeu de chars en ligne gratuit sur PC. Vous pouvez jouer à 15 contre 15 avec des chars très réalistes. Il y a plusieurs catégories d'ailleurs de chars dans ce jeu. Ça part de léger, moyen, lourd, chasseur de chars ou artillerie. On a vraiment pour tous les styles de jeu. Et alors, vous allez pouvoir choisir plus de 800 chars à l'intérieur customisables. Alors, pour tous ceux qui sont passionnés d'histoire, vous allez pouvoir revivre les grandes batailles qui ont marqué notre temps. Vous allez pouvoir revivre la Seconde Guerre mondiale en conduisant un char Sherman. C'est par exemple le char qui était utilisé à l'époque par les Américains pendant la guerre, ou alors un char français utilisé dans les années 90 aussi, qui s'appelle l'AMX-30. Vous allez voir, les graphismes sont magnifiques, ils sont vraiment très réalistes. Les chars sont vraiment représentés pour être vraiment à l'intérieur, d'avoir le sentiment d'être dans la bataille. C'est vraiment l'objectif de World of Tanks. En tout cas, voilà, jeu en ligne World of Tanks. Vous pourrez jouer avec vos amis, monter une équipe. Et en fait, c'est celui qui sera le plus stratégique à pouvoir remporter la victoire. Il y a un lien cliquable sous la vidéo, si vous voulez aller la retrouver, ou un podcast audio dans la description sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, où vous pourrez, grâce à ce lien, pour ceux qui créent leur compte pour la première fois, avoir beaucoup d'avantages en jeu. Donc voilà, je vous ai mis le lien cliquable. Merci à World of Tanks d'être notre partenaire. Et c'est parti avec Georges Salinas. Et vous allez voir des images exclusives. On a filmé le 14 juillet avec une caméra avec une longue focale, le président de la République, pour voir Georges derrière, en imaginant qu'on allait faire cette émission un jour, pour pouvoir avoir des belles images de Georges Salinas, le patron de la sécurité du président de la République, nous expliquer ce qu'il fait, comment est-ce qu'il protège le président au quotidien, dans les déplacements comme ça, ou alors dans les événements immenses. C'est parti avec Georges Salinas sur Légende, on y va. Bonjour, je suis Georges Salinas, je suis romancier et je suis policier. Je suis le chef actuel du GSPR. Voilà, bienvenue Georges. Prendre le clap. Deuxième épisode avec toi. Je suis très content de te recevoir une seconde fois. Merci. On se tutoie dans la vraie vie, donc on va se tutoyer à l'antenne. Georges qui écrit des livres. On s'est rencontrés par son éditeur, Mareuil Édition, pour tout vous dire. Et là, ça s'appelle, le nouveau livre, il s'appelle Par le verbe, par le glaive. Et tu avais fait une émission à notre premier tournage, je rappelle juste, c'est assez fou, c'était en, je crois, janvier 2023. On n'avait pas encore diffusé d'émission, le studio était beaucoup plus sombre. Je vous mets le lien si vous voulez voir l'épisode à l'époque. On n'avait encore jamais diffusé quoi que ce soit, et tu étais gentiment venu. Là, tu es responsable de la sécurité de l'Élysée du président de la République en ce moment. Oui, toujours. Ancien patron opérationnel de la BRI. Tout à fait. Tu avais géré l'assaut du Bataclan, on en reparlera tout à l'heure. J'étais chef numéro 2, patron adjoint. Patron adjoint. C'est toi qui étais sur place. Oui. Il a dû prendre plein de décisions difficiles dans ta carrière, même en général. On va revenir là-dessus. Et tout à l'heure, il y aura une invitée surprise. C'est ta femme qui va venir parler à côté. Ah, d'accord. On s'est organisé avec elle. On a pris un fauteuil. Et si tu veux bien, tout à l'heure, qu'elle parle à côté de toi. Je trouve ça intéressant. En fait, on s'est rendu compte, tout simplement, qu'elle avait sorti un livre aussi qui s'appelait « Femmes de policiers d'élite ». Voilà, Catherine Salinas. Avec Véronique Fauvergue, ils ont fait ça à deux. Et on trouvait ça intéressant aussi d'avoir l'envers du décor, parce qu'on entend toujours nos invités parler, mais d'avoir la femme ou l'homme, c'est toujours bien aussi. Bien sûr, c'est important parce que j'ai l'habitude de dire que quand on n'est pas grand-chose, quand on n'a pas sa famille qui est derrière. Ce point de vue de la famille, ça me semble essentiel dans la vie, surtout d'un policier. Alors, je parle pour les policiers en général, mais je pense que c'était important d'avoir aussi ce que doivent supporter les gens qui sont auprès des policiers.
Là, tu es en tenue, tu es très élégant pour ceux qui nous écoutent en podcast audio. Tu veux dire que je suis jamais élégant? Tu as la petite médaille, le petit trait rouge, etc. Là, tu reviens du travail, vous avez une mission aujourd'hui, il y a eu un déplacement du président? Oui, il y a des déplacements. Et actuellement, il y a un déplacement d'un chef d'État du Kazakhstan. Et donc, je suis sur le terrain pour assurer la sécurité du président sur tous les déplacements qu'il va faire avec ce président-là. On va y revenir après, mais c'est un travail qui est assez unique, pour le coup, en France. C'est un boulot qui est très différent chaque jour, réellement, où il y a quand même parce que c'est difficile de jamais avoir de routine dans la vie, tu sais. C'est rassurant, une routine. C'est un métier où on se remet en cause tous les jours. On ne peut pas se permettre de baisser la garde, on ne peut pas se permettre d'être... Plus cool un jour, quoi. Non, cool, comme tu dis, tu ne peux pas te le permettre. Il n'y a pas de routine, on se remet tous les jours en cause. En question à chaque fois? Exactement, parce qu'on a besoin d'être motivé, parce que le travail est essentiel. Là, on protège l'institution la plus importante de ce pays, et donc on n'a pas le droit de se rater. C'est pour ça qu'on ne baisse jamais la garde. Il y a des vrais risques? C'est-à-dire que... Non mais tu vois, c'est une vraie question qu'on se pose. Dans les années 70, on a reçu, c'était Christian Proutot qui nous parlait que certains présidents à l'époque, même Giscard d'Estaing, n'avaient pas de service de sécurité, c'est assez fou. Ils avaient quelques policiers autour d'eux, mais pas vraiment bien organisés comme aujourd'hui. C'est des vrais postes menacés, oui, il y a forcément des gens qui en veulent au président, c'est obligatoire. Il y avait des services de sécurité, faut pas dénigrer. Je rappelle que si on fait l'historique de tout ce qui s'est passé, il y a eu quand même des gens qui protégeaient des hommes d'État. Je veux dire, par exemple, le général de Gaulle, on l'a attaqué 8 fois. Il y a eu 8 tentatives d'attentat sur lui. Ah là là. Donc, et ce sont les officiers de sécurité qui étaient avec lui qui l'ont sauvé à chaque fois. Donc, oui, c'est pas d'hier en fait. Donc c'est pas d'hier. La protection d'un chef d'État, ça a toujours existé. Mais c'est l'organisation qui est différente parce que les menaces sont différentes, parce qu'on peut avoir des dangers différents. Et à ce moment-là, les services de sécurité évoluent avec la menace. Tu as commencé comme quoi en police? C'était quoi ton premier poste pour faire la genèse? Alors, mon premier poste, c'était inspecteur. J'ai commencé dans un commissariat, ça n'existait plus. C'était l'équivalent d'un lieutenant, en gros. Et à ce moment-là, on avait une police qui était séparée. Il y avait une police en civil, une police en tenue. Et ceux qui travaillaient en civil, c'était les inspecteurs et les enquêteurs aussi. Moi, j'étais inspecteur. Et c'était assez amusant parce que j'ai commencé comme inspecteur dans un petit commissariat de la Madeleine, un commissariat du 8e arrondissement qui avait en charge d'ailleurs l'Élysée. En charge de l'Élysée pour toutes les petites affaires, bien évidemment. Donc les petites affaires de délinquance, les petits larcins, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs un jour sur une petite affaire que le président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand, a découvert qu'il y avait un commissariat qui s'occupait de l'Élysée. Et il a commencé à nous inviter, d'ailleurs, à chaque année, aux vœux des forces de l'ordre. Il y avait quelqu'un du commissariat qui allait, donc j'ai pu aller à l'Élysée, alors que j'étais tout jeune fonctionnaire. Et ce qui est amusant, c'est que je reviens 40 ans après, et là, maintenant, je suis inspecteur général, c'est-à-dire c'est un grade un peu supérieur, et je suis dans l'Élysée. C'est incroyable. Oui, tu as fait toute ta carrière dans le 8e, quoi. J'ai fait le début de ma carrière. Le début et jusqu'à aujourd'hui. Je fais le début de ma carrière dans le 8e, et je vais faire la fin de ma carrière, en tout cas, vraisemblablement dans le 8e. Parce que tu peux faire quoi après comme poste? C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu peux faire comme évolution quand tu es aujourd'hui patron de la sécurité de l'Élysée du président? Alors, je suis atteint quand même par l'âge. Et au bout d'un moment, je ne vais pas travailler, même si l'âge de la retraite a reculé. Mais moi, j'ai quand même... je suis sur des postes qui sont très opérationnels, même si c'est des postes de direction aussi. Donc, oui, tu restes sur le terrain. Je reste sur le terrain. En fait, j'ai eu l'avantage que j'ai eu, je crois, dans toute ma carrière, c'est d'avoir eu que des postes de terrain. J'ai très peu eu de postes où on était sédentaire, où on travaillait dans un bureau. Ça n'avait jamais arrivé. J'ai toujours été sur des postes où, même en tant que chef de service, j'étais sur le terrain avec les gens. Les deux sont nécessaires, les postes dans les bureaux et les postes opérationnels et tout. Mais oui. Toi, tu avais plus envie d'être dehors c'est un peu mon format. C'est pour ça que j'ai fait un peu des services un peu spéciaux qui ont beaucoup plu à ma femme. C'est ironique, c'est ça? Exactement. Parce que on lui demandera tout à l'heure, si tu veux bien, mais c'est intéressant. Ça fait peur pour une femme aussi, c'est vrai, on en parlera tout à l'heure, mais d'accompagner quelqu'un dans la vie qui fait un métier dangereux quand même.
Je crois que toutes les familles sont inquiètes sur les personnes qui travaillent. On est tous soucieux de ses enfants, de son époux, de son épouse. Mais effectivement, quand on est dans un travail où on est confronté à une ultra-violence, on peut être peut-être un peu plus sensible à tout ça et on a peut-être un peu plus de stress à gérer ça. Mais nous, et c'est l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que moi j'ai toujours été dans des services, assez rapidement en tout cas, dans des services très spécialisés, qui avaient l'habitude de l'ultra-violence, c'était le grand banditisme, c'était le terrorisme, et on était très préparés. On avait des entraînements spéciaux, alors que le policier de terrain, lui, de base, lui, parfois il n'a pas autant de préparation, et lui il est confronté tout de suite à la réalité. Et quand tu reprends par exemple les différents attentats qu'on a eus ces derniers temps, dans Paris, tu t'aperçois que 90% des opérations qui ont été menées sur des terroristes, ce sont des gens de patrouille, simples, qui sont intervenus parce qu'ils sont les premiers intervenants et ils sont sur le terrain. Donc ça, on s'en est aperçu quand même après les attentats. Et d'ailleurs, il y a eu un effort conséquent qui a été fait au niveau du matériel et de la formation pour que les gens puissent être plus opérationnels et qu'ils puissent aller sur des gens hyper dangereux. Même oui, il y avait eu une attaque sur les Champs-Élysées d'un policier qui était dans son camion. Ouais, c'est ceux qui sont au front, entre guillemets. Exactement. Donc moi, je ne dénigre jamais les métiers des uns et des autres. Ils sont tous complémentaires. La seule chose, c'est que nous, en tant que spécialistes, on a des domaines de prédilection sur lesquels on peut travailler et on peut justement aider le policier de terrain, lambda, parce que y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés, qui ont plus de temps et plus de moyens. Et c'est en 87, c'est ça que tu vas rentrer à la BRI, donc ça c'est la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui est appelée aussi anti-gang. Tu vas rentrer à quel poste au début là? Tu étais inspecteur de police, tu vas rentrer là-bas. C'est un service d'élite, c'est ça, spécialisé? C'est déjà un service d'élite parce que c'est un service qui est déjà connu. Tu dis que ça s'appelait l'anti-gang. En fait, c'est une appellation journalistique, anti-gang. Ce service avait déjà fait parler de lui sur des affaires très médiatiques, comme l'affaire Mesrine, que je n'ai pas connue, puisque ce sont les gens qui travaillaient avant moi qui ont travaillé là-dessus. Donc je suis arrivé dans un service que je considérais comme mythique, clairement. Donc je suis arrivé dans un groupe, en général quand on est inspecteur, l'équivalent d'un officier. Maintenant, il y a un peu moins de grades, mais je dirais qu'on était en immersion, je dirais, dans le groupe, au milieu du groupe, et on suivait les ordres d'un chef de groupe et de chef de service, et on était sur des opérations déjà de grand banditisme et de terrorisme. C'était quoi, ça consistait en quoi? Tu devais faire de la filature, beaucoup. La BRI, c'est aussi suivre les gens de près, c'est les voir évoluer. Il y a de l'administratif, c'est de la filature, c'est quoi? La BRI, c'est un service de terrain, essentiellement, qui a pour but d'interpeller en flagrant délit, je dirais, c'était un peu le but de la création de ce service, des gens qui sont censés être des voyous et qui vont vraisemblablement monter sur un coup. Donc, en gros, on s'est aperçu qu'il y avait des habitudes, des voyous d'habitude, je dirais, et qu'on prenait toujours les mêmes, et on s'apercevait qu'un an ou 2 ans après, c'était toujours les mêmes qui revenaient sur les mêmes affaires, qui ressortaient de prison, tu veux dire? Voilà, qui ressortaient de prison, puis ça repartait, ça remontait une autre équipe, et ça repartait au charbon. C'était leur métier, quoi. C'était leur métier, oui, tout à fait. Et donc, nous, notre métier, ça a été de dire, finalement, et c'est un commissaire qui s'appelait le commissaire Lemuel, qui a eu cette idée géniale de dire, mais finalement, au lieu de faire une enquête traditionnelle, l'enquête traditionnelle étant, il y a des faits, on voit, on constate, et ensuite on tire la ficelle, et on remonte, et à un moment ou à un autre, on trouve les auteurs et on les interpelle. Là, on part du principe qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte, mais on sait qu'ils vont le faire. Et donc, on travaille sur les auteurs potentiels, on est en filature derrière eux, et on les amène à un moment où ils vont faire le coup, en flagrant délit, pour les interpeller. Est-ce que tu t'es déjà rapproché très très près de mecs que tu suivais en filature, jusqu'à te retrouver encerclé sans faire exprès, sans le savoir? Alors j'ai eu, sans le savoir, non. Parce que les mecs se garent et en fait tu t'y attendais pas, il y a une autre équipe qui se met à ta gauche. Ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre en filature, en surveillance, parce que quand on est sur le terrain, on voit de tout sur le terrain. On observe
Et on observe bien sûr les voyous sur lesquels on est. Et parfois, il peut t'échapper quelque chose. Je me souviens d'une affaire d'un groupe de voyous qui était en fait l'équipe de Ferrara, tout simplement un voyou très connu, qui avait l'intention d'attaquer un fourgon blindé du côté de la banlieue, du côté de Noisiel, si je me souviens bien. Et à un moment ou à un autre, on a fait détourner le fourgon pour empêcher que les voyous attaquent, parce que sinon, là, on savait qu'on allait directement aller à la fusillade. Et on a décidé d'interpeller, on s'est réparti les rôles pour que certains interpellent une partie de l'équipe, d'autres une autre partie. Et c'est une équipe qui était quand même à tiroir, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y avait bien une quinzaine de personnes. Bon, tous armés. Tous armés. Il y avait ceux qui volaient les voitures, qui les amenaient. Il y avait toute une organisation. C'était pas une petite équipe. Hein. Ouais. C'était presque une dream team, ce qu'on appelle, chez nous, dans notre jargon. Et je me souviens qu'en filature, à un moment, je me suis retrouvé derrière un camion qui devait servir à bloquer le fourgon blindé. Et c'était cet objectif qu'on avait, nous, avec mon groupe. Et je suis parti en premier, et il se trouve que... En voiture, tu veux dire ? En voiture, avec quelqu'un qui était planqué à l'arrière de la voiture, qui se cachait sous des couvertures, pour qu'on soit deux. Et ça va être assez fun à faire. C'est le côté un peu excitant. C'est un vrai... C'est ce qu'on voit parfois dans les films. Alors j'avais tout un groupe qui était tout autour, qui écoutait et qui allait se rapprocher. Mais surtout que je suis le premier à me rapprocher. En frontal, oui. Et j'arrive sur ce camion qui, malheureusement, se stoppe à un feu. Et donc, comme je suis tout seul, je me mets derrière ce camion. Et là, tout le reste de l'équipe se rapproche. L'équipe de voyous se rapproche. Et en fait, arrive, sans que je les vois arriver. Et il y avait donc 2 motos, 2 voitures volées, qui étaient remplies de voyous, et qui viennent se mettre autour de moi. Donc, les motos sur les côtés. Ils ne savaient pas que tu étais flic. Et ils ne savaient pas que j'étais flic. Ils pensaient que j'étais un lambda qui roule. Voilà, quelqu'un qui était là dans sa voiture, qui partait au boulot. Et donc, il faut garder ça en calme. Il faut éviter que la voiture se fasse repérer. Il fallait éviter que celui qui était derrière se fasse voir. Donc, il s'est enterré à l'arrière de la voiture. Tu lui dis, bouge pas. Mais voilà. Comment tu parles ? Parce qu'ils te regardent, les mecs. Bien sûr, donc il faut essayer de faire comprendre à son coéquipier que avec les moyens de bord, il faut vraiment pas se faire détecter, parce que c'est le pire moment. Et c'est des vrais dangereux. Et c'était des gens très très dangereux. Et ça s'est bien passé, tout le monde est reparti. Et finalement, on a interpellé notre objectif un peu plus tard. Sans coup de feu ou... Alors, sur cette opération, il n'y a pas eu de coup de feu. On a réussi à interpeller au fur et à mesure les gens, puisqu'on les avait arrêtés avant l'attaque du fourgon. C'est pas toujours le cas sur certaines équipes. Tu transpires parfois ? Enfin, ça t'arrive, même si tu es habitué, entre guillemets, à vivre des trucs comme ça, quand tu te retrouves, tu as des coups de flip intérieurs, où tu dis « Waouh, qu'est-ce que je fais là ? J'ai des enfants. » Je sais pas, t'as des... Donc, quand on est dans le feu, dans le feu de l'action, je dirais, on a toujours les mêmes réflexes. On a beaucoup parlé du Bataclan, je t'ai raconté... on en reparlera tout à l'heure, on passera rapidement. Bien sûr, mais en fait, en gros, on reste professionnel. Et on a tellement l'habitude, et on est tellement imprégné de notre travail, que, en général, et c'est ça aussi notre force, on arrive à garder notre calme pour pouvoir que l'opération se fasse correctement. Donc c'est sûr que si on perd les pédales, et que si j'avais été entouré de ces voyous, je me serais mis à crier et à me sauver de la voiture en courant, je suis pas sûr que ça se soit passé très très bien après. Non, mais ça peut être normal d'être humain, tu vois, comme François Hollande disait qu'il avait pleuré dans les bras de Cazeneuve après le 13 novembre. C'est normal aussi d'avoir des peurs, de craquer, d'être impressionné. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions. Mais encore une fois, il y a l'émotion qu'on a durant le travail, et il y a l'émotion après. Ah oui, oui. Donc l'émotion durant le travail, tu t'interdis de l'avoir, en fait. Tu essaies d'être le plus professionnel possible. Après, ça ne veut pas dire qu'on est des robots quand on rentre à la maison. Ou quand l'opération est terminée. Je veux dire, on peut être aussi saisi par ce qu'on a vu. Oui, je veux dire, un peu comme un joueur de foot qui marque un but. Tant qu'il joue au foot et qu'il n'a pas marqué son but, il est sérieux. Et puis quand il marque son but, il est heureux et tout le monde se saute dans les bras. Ben là, c'est un peu la même chose. On est sur une opération, on reste très très concentré. Et c'est une fois qu'on a réussi l'opération que là, on peut se décontracter et on peut avoir des émotions ressenties qu'on partage. Quand tu suis des gars comme ça, des criminels de haut vol,
t'es pas cagoulé, puisque sinon dans la voiture on va te voir. Il y en a qui te reconnaissent, que tu as déjà arrêté plusieurs fois et qui t'ont reconnu, qui disent « mais attends, c'est pas le flic, lui, machin ». Alors, on était des vrais fantômes. Et donc, c'est un peu l'avantage, c'est qu'il y avait très peu de voyous qui arrivaient à nous identifier. Et puis finalement, quand on les identifiait, quand ils nous voyaient, ça durait pas longtemps. Parce que malheureusement pour eux, c'était au moment des interpellations, et donc ça se passait très très vite. Et, oui, il ne faut pas laisser traîner. Bien évidemment, il faut interpeller les gens le plus rapidement possible, les neutraliser le plus rapidement possible pour éviter justement une surenchère et une catastrophe. Et à partir de là, la BRI, elle se retire, c'est-à-dire qu'elle interpelle, et à partir de là, il y a un service enquêteur qui prend en compte l'affaire. C'est la fin de ton job, quoi. Et nous, on se retire. Donc finalement, on avait cet avantage de ne pas beaucoup apparaître. Et donc, il y a beaucoup de voyous qui ne nous ont jamais vraiment reconnus, sauf quelques-uns qui sont un peu plus malins, ou alors ceux qu'on a interpellés plusieurs fois. Il y en a? Donc, au bout d'un... ça arrive. Il y en a qui connaissaient ton prénom, non? Non, on n'est pas jusque-là, mais parce qu'avec les voyous de l'époque, il y avait des valeurs, ils disaient parfois ils pouvaient connaître. Broussard, par exemple. Oui, Broussard, il avait un poste de chef. Donc, un commissaire qui arrêtait Mesrine. Voilà, qui était identifié par Mesrine. Donc, il y avait un rapport qui était différent, il y avait un défi, là, je dirais. Mais Mesrine n'a jamais identifié tous les gens qui étaient à la BRI. Non, bien sûr, oui, c'était le chef, donc voilà. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Moi, on peut m'identifier, mais tous les autres, non. T'as arrêté quelqu'un plusieurs fois, c'est l'affaire du Chinois, je crois, ça s'appelait comme ça. Oui. C'est son surnom. Il avait tué des policiers. Oui. C'est différent quand tu vas l'interpeller, parce que tu sais qu'il est capable. C'est différent. On a bien plus d'amertume quand on arrête un individu qui a en plus tué des gens. Et quand il a tué des gens qui sont des policiers, on se sent encore plus marqué, parce que ce sont des gens, des collègues, des amis. Et de toute façon, on est une profession et on est quand même solidaires. Tous les policiers sont solidaires. Je parle des policiers, des gendarmes aussi. Je veux dire, on a tous une certaine solidarité des forces de l'ordre. Et quand quelqu'un est touché mortellement, on est on ressent tous des émotions. Mais après, et c'est notre force aussi, c'est que nous, on est des policiers, on travaille avec des règles, des lois, les lois de la République, et on n'est pas des vengeurs masqués. On est là. Tu restes humain, c'est pour ça que je te pose la question. On est là. En fait, on est là pour faire un travail. Et notre travail, c'est malgré tout d'interpeller des individus dans des conditions qui sont des conditions qui sont édictées par le code pénal, le code de procédure pénale, et les remettre à la justice. Et c'est notre travail. Les armes, on les utilise quand on n'a plus le choix. Et que c'est eux ou nous. Voilà. Et donc, on n'est pas des vengeurs masqués. Ouais, c'est clair. Et c'est en 2012 ça, que tu vas devenir chef opérationnel de la BRI? Tout à fait. Je suis nommé adjoint donc, de la BRI, qui est le chef opérationnel. Et donc, je vais arriver pour un bail qui était prévu de 2, 3... Un bail, c'est un contrat? Oui, en général, quand on est chef de service, et qu'on a une progression à avoir, et on reste 2, 3 ans, 4 ans. Ça dépend des services. Et puis, finalement, la BRI, en 2015, on a les attentats. Et je me retrouve 3 ans plus tard, à ce service. Et je suis resté jusqu'en 2018, puisque à l'issue de ces attentats, après les attentats, il a fallu donc mettre en marche une réforme du service pour doubler le volume de ce service. Et c'est comme ça que je suis resté avec le chef de l'époque à la BRI pour pouvoir monter ces structures nouvelles et donner à ce service encore plus d'opérationnalité qu'il en avait besoin. On va reparler, après, on va parler de ton arrivée au GSPR, à la protection du président. Juste 3-4 questions sur la BRI pour essayer de mieux comprendre ton parcours. Est-ce que à la BRI, tu as vécu des courses-poursuites en voiture? Est-ce que ça arrive que parfois tu dois rattraper quelqu'un, un go fast, des trucs comme ça? Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Des courses-poursuites, j'en ai quasiment jamais faites. Parce que, d'abord, on travaillait dans la discrétion. Donc, on n'avait pas besoin les gens ne savaient pas que j'étais derrière eux. Donc, logiquement, ils roulaient normalement. Et on avait donc des filatures. L'essentiel, le danger, il était plus de se faire repérer que de courir avec, derrière, je veux dire, pardon.
Donc, c'est pas le même métier. Après, il a pu arriver qu'on ait des opérations qui parfois tournent un peu mal, où on se retrouve à avoir des gens qu'il faut coincer, qui ont essayé de se sauver. Récalcitrant, quoi. Donc, la règle, c'était souvent, quand on pouvait pas faire autrement, de laisser partir, et parce que de toute façon, on savait où les retrouver. Après, c'est pas la même non plus délinquance. Nous, on connaissait nos voyous. On savait qui ils étaient. On savait où ils pouvaient habiter. On connaissait leurs habitudes. Donc, à un moment ou à un autre, même si on les perdait, on avait tellement de points de touche pour pouvoir les retrouver qu'on les retrouvait. Donc, il nous est arrivé de rater quelques opérations, c'est-à-dire des interpellations où l'individu a réussi à se sauver, soit à pied, soit en voiture. Ça arrive, ouais. C'est déjà arrivé, oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas infaillible. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais en revanche, on les a toujours récupérés. C'est quand tu te penses infaillible que tu fais des erreurs, je pense aussi. Bien sûr. De toute façon, il faut être humble dans notre boulot. Hein. Et vous les avez toujours retrouvés? Oui, à chaque fois. Alors, parfois, on met du temps. Hein. Parfois, c'est 3 jours, 15 jours. Mais il y a un vrai travail, d'ailleurs, qui se fait, qui est un vrai challenge aussi, parce qu'on a un individu qui est en fuite, qui sait maintenant que la police est derrière lui. Et donc, là, il faut travailler aussi en discrétion pour arriver à remonter la file et savoir à le localiser et après à l'interpeller. Si tu peux raconter une anecdote, raconter 2-3, mais sur l'interpellation la plus marquante que tu aies faite à la BRI. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Tu sais, si tu dois en regarder... Des interpellations marquantes, j'en ai faites... le chinois dont on parlait, c'est une interpellation marquante, pas au niveau de la dangerosité, puisque quand on l'a interpellé, il a senti un peu qu'on allait arriver. Et en fait, quand je l'ai interpellé, il était dans une chambre d'hôtel, il était à genoux, et les mains sur la tête. Ah, waouh! En slip. C'est vrai? Oui. Donc il a, je veux dire, bloqué toute velléité, je dirais, des policiers qui auraient pu penser qu'il était armé, etc. Bon, je pense qu'il avait quand même bien peur que ça se passe mal pour lui. Donc ça m'a marqué parce que cet individu il venait de tuer 2 collègues. Il y avait eu une autre affaire quelques jours avant où il y avait eu plusieurs personnes aussi qui avaient été tuées dans un café. Donc c'était un vrai tueur. Et il fallait vraiment le neutraliser, ce type. Et donc, on était assez heureux d'interpeller cet individu. Après, il y a eu aussi des gens du grand banditisme. Moi, j'ai travaillé sur un bandit corse qui était recherché. Ce voyou était recherché par toute la police de France. Et nous, surtout qu'on a eu des renseignements qui nous ont permis de pouvoir avoir à un moment ou à un autre un point de chute où il pouvait passer. C'est un travail aussi très long, parce qu'on a mis plusieurs mois, on a mis 2-3 mois. Donc on peut passer des mois entiers ou des semaines entières à ne rien voir. Donc c'est ça aussi la force du service, c'est d'être patient et d'attendre à un moment ou à un autre, parce que c'est ça qui nous fait gagner. Et finalement, le fait d'attendre a fait qu'à un moment ou à un autre, il a commis une faute et il est venu à un endroit qu'on avait en surveillance. Et quand on l'a interpellé, je me souviens, c'était à La Défense, je me suis approché de lui, il était grimé. C'est vrai, il y en a qui se griment. Il était grimé, oui, il avait une casquette, il avait une perruque, mais on l'avait reconnu quand même. Et donc c'était assez amusant, parce que quand je l'ai vu, il m'a regardé. Alors, il était déjà content que ce soit des policiers qui l'arrêtent. Pourquoi? Parce que c'était un voyou corse et que je crois qu'il avait quelques comptes à régler avec d'autres. Et qu'à mon avis, il y en a d'autres qui, s'il était tombé sur des copains à lui du même style, je pense que ça ne serait pas passé de la même manière. Et quand je l'ai interpellé, donc je me suis approché de lui et j'ai cité son prénom. Et il m'a regardé, il m'a dit bravo, vous m'avez bien eu. C'est ce que vous avez fait, c'est incroyable. C'est vrai? Oui. Et d'ailleurs, au demeurant, il était très sympathique, hein, alors qu'il avait quand même sur son compteur à peu près une 40aine d'homicides volontaires. Oh, waouh! Oui. Mais tu n'as pas senti de danger quand tu es arrivé vers lui?
J'ai pas senti de danger, on prend toutes les précautions d'usage. Non, dans son attitude, je veux dire. Non, mais une fois qu'ils sont interpellés, ça bouge plus. Donc, en général, on met les moyens pour que ça ne bouge plus du tout. Ouais, évidemment. Puis ça arrive, d'accord. Et tu peux avoir des discussions un peu humaines avec ces mecs-là pendant quelques minutes où ça parle. Bien sûr, on peut parler parce que ce sont des gens comme toi et moi aussi. Ils ont parfois une femme, des enfants. Donc, il y a ce côté humain aussi des voyous. Je veux dire, c'est pas des, il y a pas, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Bien sûr, bien Donc, on a des gens qui sont des voyous, mais qui ont aussi des côtés très sympathiques. Il y en a qui le sont pas du tout, mais il y en a aussi avec qui finalement on arrive à avoir, on les trouve sympas, même si on sait que c'est des crapules. Voilà. Et il y en a qui te demandent des services parfois. Est-ce que je peux appeler ma femme, mes enfants avant de partir en prison? Non. Jamais. Pas forcément qu'ils acceptent, mais ils n'essayent pas d'avoir... J'imagine que c'est non tout de suite, parce que sinon c'est pour prévenir aussi les potes. Non, mais de toute façon, il y a une procédure. Et la procédure, elle est nette, elle est réglée, et elle prévoit les coups de téléphone, et elle prévoit aussi les interdictions de coups de téléphone. Par exemple. Donc une fois que les choses sont claires, le policier, il applique que la règle, tout simplement, qui est la loi. Non, mais après, il y a l'humain qui est derrière le policier, et parfois, il y a des... Oui, mais on ne peut pas mettre en danger une procédure pour faire plaisir, parce qu'on le trouve sympa. 40 homicides, déjà, tu fais plus attention. Voilà. Donc, il y a quand même une limite. À qui il peut appeler Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on peut se rendre humain, c'est-à-dire que dans la relation, dans la discussion, dans le fait qu'on puisse lui donner quelque chose, par exemple, qu'il veut manger, qu'il va aimer plus que d'autres, et c'est des choses qui peuvent se faire, ou il veut boire un café, voilà. Clope, un truc, on a quand même, je veux dire, il est dans un service de police, il n'est pas incarcéré dans un camp de je sais pas où. Bien sûr, donc on reste humain. Mais après, il y a une procédure, et la procédure, elle prévoit ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit. Ouais, c'est ça. Et tu essayes de rester le plus dans les règles. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un échange de coups de feu pour terminer sur la BRI avant de passer au GSP? Des coups de feu, oui, bien sûr. Les coups de feu, j'en ai connu, des fusillades, j'en ai connu, oui, pas mal. J'en ai connu presque une dizaine. Donc, c'est quand on rentre dans un service de police ou de gendarmerie, on a une arme, et parce qu'on sait très bien qu'on risque aussi de se faire tirer dessus, et où on est amené aussi à protéger des gens qui vont se faire tirer dessus. Donc des fusillades, ça fait partie du boulot. On sait que ça peut arriver. Et c'est pas anodin quand même, quoi. Non, c'est pas anodin. Mais les fusillades, je pense que tous les policiers, tous les gendarmes ont le même feeling là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, tout à l'heure, on parlait des attentats terroristes. Les coups de feu, ils sont donnés par des simples policiers. Donc, il faut être prêt, à un moment ou à un autre, à se servir de son arme, parce qu'on nous tire dessus, tout simplement. Donc, il y a une relation avec l'arme qui est un peu différente. C'est pour ça que les entraînements sont très importants pour les policiers, parce que l'arme fait partie c'est un outil, mais c'est un outil qui est tellement important, et il ne faut pas qu'il soit stressé par son outil. Donc, en gros, il faut qu'il ait son arme dans la main comme il aurait son stylo. Il fait à peu près le même niveau de stress. Et à partir de là, on peut avoir des gens qui peuvent se servir de leurs armes dans des conditions de stress qui sont dans les conditions qu'il faut, tout simplement. Bien sûr. Est-ce que tu peux raconter, parce que ça fait on était moins rentré dans les détails la première fois, une fusillade que tu as vécue, un échange de coups de feu, comment est-ce que tu as réagi, comment tu te mets à l'abri, comment tu arrives à riposter, comment ça se passe? Moi, dans le concret, pas dans les films. Ce que je pourrais te dire, c'est que on a ce qu'on appelle, il y a ceux qui ont l'effet tunnel, c'est-à-dire que tu as des gens qui, au moment où il y a un danger imminent très fort, ont une tendance le champ de vision se rétrécit, et donc on ne voit pas des choses qui sont très proches, sur les côtés, par exemple. Donc nous, on travaillait sur ce genre d'exercice, on mettait en position des gens. Par exemple, on avait un petit exercice, je me souviens à la BRI, on faisait rentrer quelqu'un dans une pièce avec une cagoule, on levait la cagoule, il y avait une scène, et on lui remettait la cagoule au bout de 5 secondes, et il devait décrire la scène, qui était armé, qui n'était pas armé, etc. Donc on apprend à avoir un sens de l'observation et à être professionnel. Donc moi, je dirais que la chance que j'ai eue, c'est que j'avais en tout cas plutôt l'ouverture
que la fermeture. Et donc, à chaque fois que j'ai vécu une fusillade, en fait, je me rendais compte que j'analysais des détails que j'aurais peut-être pas analysés dans une situation où on n'est pas en danger, où on ressent pas un certain Tu regardes stress. trop de détails, limite. En fait, c'est un stress qui est porteur. Alors, il faut avoir un niveau de stress, mais il ne faut pas un stress destructeur. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est bénéfique, et puis il y a un niveau qui est au contraire destructeur, qui paralyse. Et en fait, l'intérêt, c'est d'arriver à ce moment clé où on a un stress qui est positif, qui te fait analyser une situation très très vite, et qui te fait prendre des décisions le plus rapidement possible. Voilà. Tu m'as fait une belle réponse d'homme politique. Maintenant... Je ne te parlerai pas du reste. Non, tu ne peux pas raconter une anecdote vraiment de fusillade. Je crois l'affaire de Villemont. Oui. Alors... C'est vraiment... Tu sais, on raconte beaucoup d'anecdotes ici, mais c'est pour essayer d'être moins dans la théorie, plus dans la pratique. Bien sûr. Si tu veux que je te parle vraiment d'une anecdote... C'est de gratter. Si tu veux que je te parle d'une anecdote, bon, il y a une affaire qui me revient, qui est une affaire que j'ai vécue donc, à une équipe qui braquait des fourgons et qui avait attaqué ce qu'on appelle un dabiste, c'est-à-dire quelqu'un qui remplit les DAB et les distributeurs, et qui avait donc un véhicule avec plein de caissettes d'argent. Il remplit. C'est pas un fourgon qu'un véhicule. Non, c'était pas un fourgon. Enfin, c'était un fourgon, mais c'était pas un fourgon blindé. Et donc, cette personne-là a été suivie par des voyous, dont nous, on avait perdu un peu la trace, mais on connaissait leur point de chute. Et donc, on apprend que ces voyous ont attaqué ce fourgon, qu'ils ont tiré sur des policiers aussi, qui sont arrivés parce qu'ils ont entendu les coups de feu. Donc, il y a eu des tirs de Kalachnikov, on sait qu'ils sont armés. Et donc nous, on ne peut pas être présent, puisqu'on ne sait pas trop où ils sont. On sait qu'ils sont avec des véhicules volés. Et il n'y a que en fait, la description de l'attaque qui nous fait comprendre que c'est bien eux qui ont fait ce coup-là. Et nous, on est sur le point de chute de retour. C'est-à-dire que l'endroit où ils ont laissé leurs véhicules civils, pas volés, tout simplement, pour pouvoir ensuite se débarrasser du matériel, et puis monter dans leur voiture et rentrer chez eux tranquillement. Ah oui, donc toi, tu les attends au point de chute. Et donc, nous, on les attend là. Et on les voit arriver, et on pensait qu'ils allaient tout simplement faire ce qui était prévu, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on vient d'expliquer. Et en fait, les caissettes qu'ils ont volées, elles ont toutes explosé, et il y a l'écran indélébile partout. Oui, c'est un système d'encre qui tache le billet. Et donc, on sent qu'ils sont assez mécontents, on les voit. T'es caché dans quoi, là, dans la forêt, non? On a des véhicules de surveillance. non, mais je veux dire, c'est dans une zone civile, c'est dans une zone reclue. Oui, c'est dans une zone pavillonnaire. Pavillonnaire, oui, donc c'est dans une ville, quoi. Oui. D'accord, c'est pas dans un champ avec des jumelles, là, c'est pas imaginer. Non. Sur le détail, mais c'est important d'imaginer. Voilà, et ils sont en fait pas très loin ils sont dans une rue, enfin leurs voitures sont dans une rue, et de l'autre côté, il y a une avenue, et puis de l'autre côté de l'avenue, il y a des box où ils avaient laissé leur véhicule voler d'abord dans ces box. Et en fait, c'est là où ils entreposent leur matériel. Et là, on les voit donc arriver et puis déposer les caissettes. Et donc, on pensait qu'ils allaient se débarrasser de leur matériel. Et en fait, ils reviennent complètement équipés. Et là, on comprend qu'ils y retournent. Qu'ils y retournent parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé. Et ils n'ont pas eu l'argent qu'ils voulaient. Et là, tu sais qu'ils ont déjà tiré sur des policiers. Donc voilà. Et là, on est dans une situation où là, on ne peut pas les laisser repartir. Donc, on les voit se préparer, s'équiper, ils ont toujours leur gilet pare-balles, ils ont encore leurs armes. Ils ont des gilets. Oui, ils ont des gilets pare-balles. Il y en a un qui a un gilet pare-balles. Il y en a un, enfin un seul, oui, si je me souviens bien. Et puis ils ont des Kalachnikov avec eux et ils montent dans les voitures, volés à tout prix. Et à ce moment-là, ils décident de repartir. Donc là, on s'accorde pour dire qu'ils ne peuvent pas repartir et on décide de les interpeller. Et au moment de tu sais que ça va partir en... Voilà, au moment de l'interpellation, ça a commencé. Ils ont essayé d'ouvrir le feu sur nous, donc par ceux qui étaient devant, et ensuite par ceux qui étaient derrière. Et moi, j'étais derrière, j'étais la première voiture derrière. Comme d'habitude, je suis toujours assez bien placé. Et donc ma voiture... C'est une chance ou c'est pas de chance, du coup? C'est de la chance quand même, parce que ma voiture a pris des balles. Et puis donc, j'ai été amené à répliquer. Et au total, on est plusieurs à avoir tiré. Et donc, il y a un des malfaiteurs qui a été tué et 2 autres malfaiteurs qui ont été blessés par nos balles. Et nous, on n'a eu aucun blessé. Question plus humaine que policière, mais
Comment tu sais que tu dois tirer ou pas? Est-ce que tu as ce moment où c'est toujours difficile de savoir, tu sais, la légitime défense, on dit en France, est-ce qu'il va vraiment tirer? Est-ce qu'il fait juste peur? Est-ce que c'est moi qui vais en prendre une alors que c'est un sale type? Comment est-ce que tu sais ça? Bah ça, tu le sais, tu le découvres au moment où ça arrive. Et puis après, soit tu as été formé comme il faut, et après, tu as la sensation de savoir si tu es en danger ou non. Donc c'est toujours quelque chose qui est très difficile à définir. Est-ce que tu te sens en danger ou non? Il y a ceux qui pensent qu'ils le sont en danger. Il y en a d'autres qui penseraient qu'ils ne le sont pas encore. Faut savoir que, par exemple, la légitime défense en France, moi j'avais lu une fois une étude là-dessus, sur le tir des policiers. Les policiers, c'était un avocat qui avait fait cette étude, il avait remarqué que les policiers, ils se retrouvaient à peu près 7 fois en légitime défense avant de tirer. C'est-à-dire que pendant 7 fois, ils avaient la loi avec eux pour pouvoir tirer, et ils ne tirent pas. Et ce n'est qu'à la 7e fois qu'ils se mettent à tirer. Voilà. C'est toujours, ça doit être difficile psychologiquement de savoir si, même si ça reste des sales types, c'est quand même désagréable de voir le feu. Bah, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas des justiciers. Enfin, on n'est pas des justiciers masqués. On n'est pas là pour abattre des gens, on n'est pas des assassins, comme certains peuvent le dire. Oui, parce que vous êtes des justiciers, mais pas des assassins. Exactement. Donc nous, on est là pour faire appliquer la loi. Et je pense que tous les policiers et les gendarmes de France sont dans le même état, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire appliquer la loi. Et il n'y a que quand ils se sentent vraiment en danger, et c'est là où c'est difficile d'avoir un barème du danger, qui se mettent à tirer. De toute façon, à partir du moment où il pointe son arme vers toi, c'est quand même... Oui, mais ça peut être une fausse arme. Ouais. Bon, alors la loi prévoit que même si c'est une fausse arme, on considère qu'il y a la théorie de l'apparence. Donc il y a plein de choses qui pourront te faire croire que tu es en danger. Et c'est toujours là où la justice doit faire la différence. Est-ce que la personne était réellement en danger ou est-ce que c'était une faute? Il n'y a pas trop de papier, justement, à faire pour un policier qui ouvre le feu en cas de problème? Ah, si. Est-ce que ça ne fait pas flipper, finalement, les policiers, les gendarmes, sur plein de points? À juste titre, parfois, attention. Hein. Oui, de toute façon, la police, elle est très, très contrôlée. Hein. Il y a énormément d'organes de contrôle. Donc, bien évidemment, quand on est à cet extrême-là, ça ne peut pas passer inaperçu. Et il y a des procédures. Il y a des procédures administratives, il y a des procédures judiciaires, et c'est pas anodin. Vous engueulez parfois avec la police des polices quand vous faites une affaire et que les mecs vous questionnent alors que tu viens déjà de vivre un truc dur et qu'ils sont en train de dire pourquoi t'as fait ça, machin. Est-ce qu'il y a des fois c'est un peu énervant, un peu comme un contrôle finalement? C'est pas énervant parce qu'ils font leur boulot et qu'il est normal. D'abord, ils sont saisis par un parquet, donc ils ne font qu'appliquer la règle à nouveau. Et la loi. Et donc, il est normal qu'il fasse une enquête, parce que l'enquête, elle n'est pas non plus à chaque fois contre, elle peut être aussi pour. Elle peut justifier et dédouaner un tir sur lequel on a des médias qui peuvent se jeter en disant le policier a tiré, c'est un assassin, alors qu'en fait, quand on fait quand on fait une véritable enquête, on peut s'apercevoir de l'inverse. Je ne fais pas référence spécialement à une affaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la justice, elle n'est que justice. Elle n'est pas ni médiatique, ni politique. Elle est que justice. Et c'est celle-là qui doit fonctionner. On ne va pas reparler du Bataclan, parce qu'il y a trop de sujets, et puis tu en avais très bien parlé à la première émission. Je vous incite, si jamais vous voulez la voir, je remettrai le lien cliquable sous la vidéo, si vous allez chercher la première émission de Georges Salinas. Elle va aborder ce sujet-là. Je vous mettrai les liens cliquables si vous voulez chercher les livres, les romans. J'ai une dernière question sur la BRI, puis je vais parler du roman dans un instant, par le verbe, par le glaive. C'est chez Mareuil Éditions, il y a l'entrée d'Élysée devant, voilà, par Georges Salinas. On les embrasse, Mareuil Éditions, ils ont beaucoup de sujets justement sur la défense. On y reviendra dans juste une question. C'est quoi la chose la plus insolite? Je voulais te demander ça, je ne te l'avais pas demandé la première fois. Est-ce que tu as vu quelque chose de tes yeux à la BRI? On va parler du SDLP et du GSPR, mais qui t'a marqué, où tu t'es dit, je ne pensais pas voir ça dans ma vie? Difficile de te parler de plusieurs affaires. On rencontre énormément d'affaires. Pas qu'à la BRI d'ailleurs. Hein. Donc on rencontre des choses. Donc moi, en opération, je me souviens d'une opération spéciale. C'était en terrorisme.
Et on était allé chercher, c'était donc après les attentats, on était allé chercher un père de famille qui était donc islamiste revendiqué et qui vivait dans une résidence en Saint-Denis. Et je me souviendrai toujours parce que quand on est pénétré dans son appartement, donc on l'a interpellé, il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. L'appartement était correctement tenu, c'est-à-dire très propre. Toi, tu y vas physiquement? Oui, je l'ai vu, cet appartement. Donc, il n'y avait pas de... C'était quelqu'un qui avait l'air de s'occuper, en tout cas, de sa maison et de sa famille. Les enfants étaient correctement habillés, tout était propre, tout était net. Enfin, bon, il n'y avait pas... C'est pas marginal, quoi. Voilà, c'était pas des marginaux. C'était des gens, je veux dire, dans n'importe quel autre endroit, tu aurais dit, c'est des gens qui sont normaux, tout simplement. Bon, il se trouve que lui était un islamiste, donc un vrai dur. Et on doit faire des perquisitions, bien évidemment, dans cet appartement. Et comme on a des enfants qui sont en bas âge, ils vont tous à l'école, mais il y en a 2, et si je me souviens bien, il y en a un qui doit avoir une 12aine d'années, et l'autre qui doit avoir à peu près 8 ans. Et quand on rentre dans la chambre, on voit que la chambre est super bien rangée. Des enfants, tu parles? Oui, des enfants. Et là, les enfants me demandent, il y en a un qui s'inquiète, qui dit « Monsieur, est-ce que vous en avez pour longtemps? Parce que moi, je dois aller à l'école, j'ai des devoirs, j'ai des interrogations aujourd'hui. » Donc moi, je le rassure, je lui dis « Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir aller à l'école. C'est une histoire qui ne concerne que ton papa. On va trouver quelque chose pour que tu puisses aller à l'école sans problème. » Et tu le rassures? Oui, je le rassure. T'es sans cagoule, toi, là? Je me souviens plus, je crois que j'avais encore ma cagoule. Et parce que tu dois te projeter en tant que père. Bien sûr, quand on voit des enfants... Tiens, ils y peuvent rien. Et puis on le voit avec son cahier et son livre en train de préparer son interrogation. Donc on se dit, finalement, ces enfants-là, ils sont modèles, quoi. Il doit être 6h30, 7h du matin. Et donc, l'école va pas tarder à arriver. Et donc je dis, les enfants, pour le moment, vous ne bougez pas, on vous laisse dans la chambre. Et je demande à un gars de chez moi de fouiller malgré tout par sécurité la chambre des enfants. Ah, s'ils cachent des trucs. On sait que les terroristes sont capables de tout, y compris de cacher même des armes sous le lit d'un enfant. Donc on vérifie quand même. Et il se trouve que là, moi je regarde aussi et je tombe sur un jeu de cartes. Simple. Et ce jeu de cartes, quand je le sors, je m'aperçois qu'en fait, les cartes, ce sont des bombes, des sabres, des kalachnikovs, et tout un tas de saletés, de têtes coupées. Alors, c'est des dessins. Et donc, je regarde les enfants, je dis, mais c'est quoi ce jeu de cartes? Et il me dit, c'est mon papa qui joue avec moi. Et on joue en famille le soir. Et en fait, c'est pour devenir un parfait terroriste. Et donc, ces enfants, ils ont 12 et 8 ans. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un vrai sujet. Parce que quand on voit des enfants qui ont l'air complètement équilibrés, qui sont travailleurs, qui vivent dans un endroit qui n'est pas du tout insalubre, ce genre de choses, et les enfants, on leur inculque tout petit, déjà, à gagner des points, des bonus, quand on a coupé la tête à un mécréant, ou quand on s'est servi d'un sabre, ou quand on a posé une bombe, là, on a gagné. Donc ça m'avait vraiment choqué. Ah, tu vois vraiment des trucs improbables. Ah oui, alors ça je l'ai vu qu'une seule fois, mais je sais que, on le sait que quand il y a eu Daesh, les enfants ont été beaucoup utilisés et qu'on leur faisait faire n'importe quoi. Tu vas partir au SDLP, c'est toi qui quittes la BRI. Comment ça se passe parce que le SDLP, donc c'est le service des protections de la police. Hein, donc c'est-à-dire que vous protégez des gens qui sont en danger, des anciens politiques, des célébrités. Ça peut être vraiment tout type de personnes, juste quelqu'un qui a eu qui a été vu médiatiquement et qui est en danger aujourd'hui parce qu'il a dit quelque chose, j'en sais rien. C'est toi qui demande à partir, à évoluer? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que moi, j'avais fait déjà un grand bail à la BRI. Le premier avait été très long. Le deuxième, un peu moins, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et puis, j'avais connu les attentats. Donc, ça faisait plus de 6 ans que j'étais à la BRI. Et j'avais un besoin peut-être de changer d'air. Et il se trouve que je connaissais le directeur du SDLP de l'époque, qui m'a proposé un poste en me disant...
est-ce que tu veux venir? J'aurais besoin de quelqu'un d'expérimenté qui a un peu, qui a une vision un peu de terrain différente. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, en partant sur un domaine que je connaissais moyennement, puisque à la BRI, on faisait des protections, mais c'était des protections d'équipes de foot, ce genre de choses. Quand il y avait des grands événements, on avait protégé, par exemple, l'équipe d'Espagne pendant l'Euro 2016. On avait fait des choses comme ça. Mais sinon, à part ou alors des personnes très, très menacées, mais c'était vraiment marginal, je dirais. Là, c'est le fonds de commerce du SDLP, faire de la protection. Donc moi, je me suis occupé dans un premier temps du gouvernement et de toutes les personnes menacées qui sont en France et qui, justement, comme tu le disais, des politiques, mais aussi parfois des gens, des people, des journalistes. C'est officiel, les gens qui sont protégés, tu peux le dire, ou justement, ça reste un peu secret, il ne faut pas trop que ça se sache? C'est complètement secret. En revanche, c'est officiel. Ça, c'est clair. Donc, c'est décidé en haut lieu, souvent par le ministre de l'Intérieur. Et ensuite, il y a une déclinaison, il y a une analyse de risque qui se fait sur la faisabilité, le fait que est-ce que c'est important, est-ce qu'on doit le faire ou non, tout simplement, si ça doit se mettre en marche. Et à partir de là, une fois qu'on a tous les éléments, si le ministre décide qu'on met une protection, on la met, et donc ça reste complètement secret. Ça s'appelle UCLAT, non, c'est ça, c'est c'est officiel ça ou non? Oui, ça existe. UCLAT 4, UCLAT 3, UCLAT 2. Exactement, c'est une analyse de plus t'es haut, moins c'est bon. Hein. Moins c'est bon signe. Enfin, plus il faut de gens pour protéger, en gros. C'est-à-dire que plus t'es haut, ça veut dire que c'est le président de la République. Non, plus tu descends vers le 1, là, tu te retrouves vraiment en danger. Plus tu remontes et que tu es UCLAT 4, donc là, tu as moins en danger. C'est-à-dire que le danger est vraiment moins physique. UCLAT 1, c'est quoi? C'est en guerre. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça n'arrive jamais. Et UCLAT 2, c'est par exemple le président de la République? Les gens qui sont du gouvernement ou institutionnels comme ça ne sont pas. Il n'y a pas d'UCLAT parce que leur statut leur fait qu'ils ont de toute façon droit à une protection institutionnelle. C'est pas très connu le système UCLAT. Hein, c'est un système d'évaluation tout simplement de la menace, et à partir de là, c'est à partir de cette évaluation qu'on décide de mettre une protection ou non. Est-ce que tu as été utile? Parce que au SDLP, on est utile pour protéger, mais c'est un peu comme un gilet de sauvetage. Jusqu'au moment où il n'y a pas de problème dans le bateau, tu n'as pas besoin, en réalité, physiquement. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu vraiment une utilité sur l'instant, où tu as sauvé quelqu'un? Sauver quelqu'un au SDLP, enfin, on travaille pas tout seul, hein, de toute façon. Non, bien sûr, je parle de... Voilà, donc l'entité, je dirais, oui, on se retrouvait parfois, pendant les Gilets jaunes, on a eu un secrétaire d'État qui a été attaqué dans son ministère, avec des gens qui ont réussi à pénétrer dans le ministère et qui se sont attaqués aux voitures, et il a fallu l'évacuer. Donc, on avait des officiers de sécurité qui étaient avec lui pour l'évacuer. Il a fallu trouver des chemins. Donc, il faut tout ça le caler. Donc là, on est dans la stratégie pour pouvoir... la stratégie, mais je veux dire d'urgence, pour pouvoir évacuer les gens. Donc, on a comme ça parfois des coups de chaud sur lesquels il faut être réactif parce que c'est une protection et que, obligatoirement, on n'a pas le droit de se rater non plus. Il y a des systèmes d'évacuation d'urgence, des endroits où vous savez par où il faut passer, etc. Ça se prépare en amont, ce métier, j'imagine? Alors ça, c'est du dispositif, et ça, malheureusement, je ne pourrais pas t'en parler. Je sais que tu as eu... c'était le centenaire de la guerre 14-18. Oui. En 2018, tu étais là-bas. Tu as eu un énorme dispo à gérer, je crois. Alors, je n'étais pas tout seul, là aussi, mais sûr, effectivement... Je tue parce que tu es en face de moi. Mais... Voilà, le SDLP a dû gérer un dispositif très, très important, puisque c'était le centenaire, et qu'on a eu plus d'une centaine de chefs d'État, et beaucoup de chefs d'État, d'ailleurs, qui étaient de très haut niveau, puisqu'on a eu, à ce moment-là, c'était Trump qui était président des États-Unis. Il n'y avait pas encore la guerre contre l'Ukraine, mais il y avait Poutine qui était là. Il y avait, de mémoire, Netanyahou aussi qui était présent. Et donc, on avait des délégations qui sont très, très sensibles, plus d'autres délégations qui étaient présentes. Donc, tout ça, ça fait énormément de sécurité à mettre en place, avec des gens qu'il faut protéger, avec des cortèges à protéger. Et c'était pas évident.
de mettre ça tout en musique pour que tous ces gens-là, il y a toute une organisation aussi, parce qu'il faut les faire arriver, les faire recevoir, les faire se déplacer, les mettre au même endroit pour pouvoir faire les cérémonies. Donc tout ça, ça s'organise. Hein. Donc il n'y a pas très longtemps, on a eu les 80 ans du débarquement, c'était un peu les mêmes choses. Donc c'est des événements d'ampleur. Et là, l'avantage, c'est que le SDLP, c'est un service qui a l'habitude de travailler sur ce genre d'événements. Et moi, il se trouve que je m'occupais notamment des délégations compliquées. Donc j'avais en charge les Américains, les Russes et les Israéliens. Donc c'était assez rigolo. Tu avais trois qui ont des services de sécurité eux-mêmes, d'ailleurs. Voilà. Chaque président a son service en plus de sécu qui le suit même à l'étranger. Alors là, ce qui était assez rigolo dans ce truc-là, c'est que la plupart des chefs d'État sont partis en bus. On avait créé des bus. Et il y avait plusieurs bus qui étaient protégés. Et ça permettait de faire remonter de l'Élysée jusqu'à l'Arc de Triomphe des gens tous en même temps. Et donc, il y avait un côté pratique. Et puis, il y avait ce côté aussi... Tout le monde est au même endroit. Tout le monde était au même endroit. Et en fait, il y a des délégations qui refusent de monter dans les bus. Et on a des délégations très sensibles, comme les Américains, les Russes ou les Israéliens n'aiment pas être mélangés. Et donc, eux, avec leur profil, on les avait. C'est pour ça que j'étais désigné pour m'occuper d'eux. Et donc, avec leur délégation, leur cortège, ils se sont garés donc pas très loin de l'Arc de Triomphe. Et il fallait donc les regrouper. Et donc, c'était assez amusant parce que c'était sur l'avenue Foch. On avait le cortège américain. De l'autre côté, sur l'avenue Foch, dans la même avenue, mais de l'autre côté de la rue, on avait le cortège russe. Et on avait le cortège israélien qui était derrière. Et on sentait que tout le monde se regardait en chien de faïence pour savoir qui faisait quoi. Et donc, c'était assez drôle de voir tous ces pays avec tous ces présidents, les uns à côté des autres, attendant qu'on leur donne le top départ pour venir sur la séquence. Ah ouais. Et là, t'es en charge de ça. Ah ben oui. Les services de sécurité de chacun d'entre eux, là, sont très différents. Tu vois une méthode de travail plus invasive pour certains, moins invasive pour d'autres, plus discret, plus offensif. C'est différent, sans donner les noms des pays, on s'en fout. Non, mais juste, tu vois une différence de travail. Bien sûr, mais il y a des différences de travail en fonction des événements qui sont passés dans les pays. Il y a des pays qui n'ont pas vécu d'attentats contre les institutions. Donc là, on n'a pas les mêmes, parfois on n'a pas les mêmes sensations. On sent qu'on peut avoir un peu on voit des choses que nous on laisserait pas passer, mais qu'eux laissent passer parce que c'est comme ça, c'est leur tradition, et que finalement le danger il n'est pas si important que ça dans leur pays. Donc c'est des méthodes sur lesquelles il faut s'adapter, de toute façon. Après, on a des pays eux qui ont vécu pas mal d'attentats. Je veux dire, quand on voit les Américains, eux, ils ont perdu, je crois, de mémoire 5 présidents sur des assassinats. Le premier, c'était Lincoln. Il y a celui le plus connu, c'est Kennedy. Il y a eu des tentatives. Sur Trump aussi. Dernièrement sur Trump, mais il y avait eu sur Reagan, il y avait eu sur Ford. Donc il y a eu quand même beaucoup de passifs. Ouais. Et donc le service secret, bien évidemment, il a cette culture qu'ils savent que leur président peut se faire tuer. Après, ils évoluent. Par exemple, quand le président Kennedy a été tué en 1963, si je me souviens bien, ça a été la dernière fois que les Américains ont utilisé une voiture décapotable. Ah ouais. Voilà. Maintenant, on ne verra plus jamais un véhicule décapotable transportant un président américain. Ce qui semble fou aujourd'hui, quoi. Enfin, tu vas me dire, le 14 juillet, le président remonte sur une voiture. Ouais, c'est ça. Alors, nous, on travaille différemment. Et puis, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais on a des dispositifs qui font qu'on peut se le permettre. Des gens avec des grandes lunettes sur des toits et qui peuvent regarder loin, j'imagine. Peut-être. C'est quoi le service le plus ferme, le plus dur que tu aies vu il y en a plusieurs, quoi. Il y en a plein. C'est souvent... on a affaire à des gens qui sont un peu plus... qui ont un peu plus notre culture, donc sur lequel on n'a pas de sujet, parce qu'on a à peu près la même culture. Par exemple, avec le service secret américain, on a quasiment la même culture, on travaille de la même manière, on a des méthodes qui se rapprochent. Il y a des choses qui sont différentes. Ils sont toujours surpris par le fait que nous, on est capable de faire beaucoup de choses.
mais ils ont quand même un fond sur le fond, il est le même, je dirais. Voilà. C'est pas de lunettes de soleil, vous, non, comme eux? Parce que je sais qu'à chaque fois, tu vois les secrets de service autour du président, ils sont tous c'est très ricain, c'est très américain. C'est très ricain. Vous, c'est interdit? C'est-à-dire que si on se met des lunettes et qu'après on n'y voit rien, j'aime pas en fait le look. Je veux dire, on a des looks qui sont liés parfois à nos fonctions. Mais en gros, j'aime pas trop ce côté annoncer la couleur, le look, le catalogue. Ça, c'est pas mon truc. Le côté gros bras un peu. Voilà, j'aime pas ça. C'est plus élégant. On n'est pas là pour se faire remarquer. La vedette, c'est pas nous, c'est la personne qu'on protège. Donc c'est lui qu'on doit voir. Et nous, on doit être le plus discret possible. Donc si on joue l'indiscrétion, je pense qu'on se trompe. Et les services chinois, d'ailleurs, vous avez bossé en mars 2019, je crois, tu as organisé, c'est ça C'était en 2018, il est venu, le président chinois, et d'ailleurs il est revenu il n'y a pas très longtemps. Et il se trouve que j'ai eu, à ce moment-là, j'étais encore au SDLP, j'ai fait l'organisation de son déplacement. Les Chinois sont les Chinois, ils sont nombreux, mais ils sont très professionnels aussi. Et ils ont des méthodes qui se sont beaucoup modernisées. Les gens qui sont là depuis très longtemps au SDLP ont vu la différence. Ils se sont, je dirais, presque américanisés, je dirais, sur leurs méthodes. Ils mettent les moyens et ils sont beaucoup plus professionnels. Après, ça reste des gens comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on a un officier de sécurité chinois, même s'il est ils sont très rigides dans leur méthode, quand il monte dans la voiture, il peut aussi vous parler de sa femme, de ses gosses et montrer les photos quand il s'est marié il y a 3 mois. Ah oui, oui. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même des hommes. Et donc, on a des méthodes différentes. Il y a toujours un jeu un peu de celui qui va essayer d'imposer à l'autre. Mais c'est un peu la règle. Mais en général, on arrive toujours à s'entendre. Tu vas rentrer à la sécurité du président, justement, GSPR, en juin 2019, c'est ça? C'est eux qui vont t'appeler cette fois-ci. Comment on monte GSPR? Comment on devient le responsable de la sécurité du président de la République? Eh bien, en fait, quand j'étais au SDLP, on m'a demandé d'entrer quand je suis arrivé. C'est sûrement lié un peu à mon profil. Si j'étais volontaire pour un jour aller au GSPR. Bon, c'était un peu compliqué de dire non, je ne suis pas volontaire pour aller à la présidence. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais je n'imaginais pas que j'allais y aller. Ah oui? D'abord parce que les choses étaient figées, il y avait des gens qui étaient en place, qui étaient très professionnels. Et en général, quand on est parti pour un bail là-bas au GSPR, on fait au moins le quinquennat. Après, il se trouve qu'il y a une affaire qui a été très médiatique, qui est l'affaire Benalla, qui a fait que les choses ont évolué et que le président a manifesté le désir de changer de chef, tout simplement. Parce qu'il y avait sûrement un besoin d'avoir un air nouveau, tout simplement, et passer à autre chose. Donc c'est comme ça que moi, je suis fait démarcher. C'est mon directeur de l'époque, du SDLP, qui m'a demandé d'être volontaire. J'en avais discuté d'ailleurs avec mon épouse, qui n'était pas très d'accord. On va la faire rentrer dans 5 minutes, ça va nous raconter. Donc voilà, parce que ça faisait que 8 mois que j'étais au SDLP et que malgré tout, j'avais une vie un peu plus, je dirais, un peu plus calme par rapport à ce que j'avais vécu pendant des années à la BRI. Et donc, pour le coup, on se disait qu'on allait pouvoir enfin avoir des week-ends tranquilles et je partais pas à 7 heures du soir en lui disant je reviens et je revenais 3 jours après. Donc là, ça avait changé un peu. Et puis finalement, il se trouve que je suis appelé. Il y a sûrement un casting qui est fait. Je suis reçu par les hautes autorités de l'Élysée. Et à l'issue, après, on passe le casting, je dirais, le plus important, c'est celui du président. Où là, c'est lui qui décide si on est prêt ou pas. Il te rencontre? Bien sûr. Il te parle, il te pose des questions. Les collaborateurs principaux, c'est lui qui les choisit. Donc, bien sûr, il y a un casting qui est fait par d'autres, mais après, c'est lui qui décide, en dernier. Dans ton livre, c'est des personnages fictifs, c'est un roman oui. que tu as écrit. Il y a des ressemblances avec des personnages. M. Delarocha, qui est le patron de la sécurité, donc on peut imaginer que c'est pas loin d'être toi.
Et il y a un entretien avec le président, j'ai noté dans le livre, tu dis, je suis un homme élu, enfin le président te dit, je suis un homme élu par les Français pour faire que ce pays aille mieux, je suis aussi un homme menacé, j'ai besoin de quelqu'un de confiance auprès de moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous, votre professionnalisme et votre courage vous honore. Êtes-vous cette personne, voilà, monsieur de la Rocha, etc. Ça peut ressembler à ça, un entretien du président au départ? Je ne suis pas monsieur de la Rocha. Et donc ce qui est dit entre lui et moi restera entre lui et moi. Je te reposerai la question dans 2 minutes. Tu essaieras. D'une autre manière. En tout cas, on vient de chercher le GSPA pour être à la sécurité du président de la République. C'est pas des postes auxquels tu postules en général. C'est plutôt des gens qui viennent te proposer de monter, en gros. Je pense que c'est des postes, oui, où moi, il se trouve que moi, j'étais volontaire malgré tout, puisque mon directeur me l'avait proposé, mais ce sont des postes quand même où on vient de chercher. Alors, il y a un casting qui est fait, on demande des volontaires, mais il y a, enfin, c'est pas des postes où, sur lesquels, comme un poste qu'on a dans tous les services, c'est-à-dire un télégramme qui tombe et il y a chef du GSPR, tiens, je postule, point. C'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est des postes qui sont vraiment très sensibles, et comme tous les postes sensibles, il y a des choix qui sont faits en amont, il y a des castings qui sont faits, et à partir de là, donc il y en a certains, on se manifeste, il y en a d'autres, on se fait, un peu comme les chasseurs de tête, on vient vous chercher et on te dit, voilà, on aimerait que vous postuliez et on aimerait vous rencontrer. Bon, tu nous raconteras tout à l'heure comment tu l'as appris, que ça allait être toi finalement, quand il y aura ta femme, si tu veux bien, quand il y aura Catherine, ça va être intéressant. Juste avant qu'elle rentre, on t'a filmé, on m'a montré des images, on a pu assister au 14 juillet, on a pu être dans les tribunes et on a zoomé sur le président, mais surtout sur toi, on a zoomé pour essayer d'avoir des images en vue de faire cette émission quelques mois plus tard. D'accord. Et comme ça, on te voit au travail. Si tu veux bien, tout à l'heure, je te montrerai, on a quelques rushs avec des zooms, ou alors on a pu à des moments s'approcher, puisque le président s'approche à des moments sur des tribunes officielles, et on était vraiment à côté, et on te voit derrière. Donc, je ne vais pas montrer la vidéo, mais si tu pourras nous décrire tout à l'heure. Bien sûr. Et pour vous tous qui nous écoutez en audio sur les podcasts, je vous décrirai ce qu'on voit. Avec toi, Georges, qui décrira mieux que moi. Mais je vais juste te poser des questions. Tu me dis s'il peut ou il ne peut pas faire, le président de la République, aujourd'hui, en termes de sécurité, ou dans ce que tu veux bien, ou peut en dire, mais c'est voilà, plus pour le fun, mais c'est assez intéressant de comprendre. D'accord. Est-ce que le président peut aller au restaurant, ou est-ce qu'il est obligé de manger à l'Élysée tout le temps, chaque soir? Il est comme tous les autres, c'est-à-dire comme tous les gens normaux sur cette terre. C'est-à-dire que, comme on peut aller bien sûr au restaurant, le tout c'est que comme c'est un président, il faut l'organiser différemment, parce que c'est un président et qu'il y a quand même une sécurité. Mais après, il essaie d'avoir une vie la plus normale possible. Mais par exemple, tu vides le restaurant, ou il y a du monde parfois au restaurant, pas loin de lui? Voilà, bon, c'est compliqué d'expliquer exactement ce qu'on fait, mais il est clair que le but du jeu, quand quelqu'un décide d'aller au restaurant, c'est pas manger tout seul. Non, mais je parlais des tables proches. Est-ce que tu vois, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. J'imagine que tu laisses pas. Bon. Est-ce qu'il peut aller faire un footing? Je me rappelle qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, président d'un pays de l'époque, courait beaucoup. Oui, vous voyez beaucoup d'images avec les gars l'équivalent du GSPR, je crois. Bien sûr, c'était le GSPR de l'époque, oui, qui courait, oui. Je veux dire, on peut avoir des présidents qui sont sportifs, et le nôtre l'est actuellement. T'es obligé de faire les courses en amont, les distances, les machins, les trucs. Tu peux pas rentrer dans les détails. Là, on est plus dans l'opérationnel. Est-ce qu'il peut faire des courses au supermarché? C'est impossible aujourd'hui. Il peut pas se déguiser. Je suis pas sûr qu'il ait le loisir de le faire. Il pourrait le faire, mais bon, je pense qu'il y a tellement de gens à l'Élysée qui sont payés pour ça, que donc ça serait c'est pas normal qu'il soit amené à aller dans un supermarché faire ses courses. Non, mais sur un déplacement, est-ce qu'il peut s'arrêter une supérette et dire tiens, mais sur les déplacements, ça peut arriver qu'on s'arrête tout simplement sur l'autoroute pour boire un café, à la cafétéria de la station-service. Est-ce qu'il peut aller à un concert? Je crois que oui, on l'a déjà vu dans des concerts avec sa femme, Brigitte, dans des spectacles au théâtre. Il peut sortir, avoir une activité culturelle. Je pense que c'est une personne comme tout le monde, donc qui a envie d'avoir une vie. Il n'a pas une vie normale puisqu'il est président. Et donc nous, notre boulot, c'est aussi de lui assurer sa sécurité dans la vie aussi sur laquelle il n'est plus dans son boulot, mais il a le droit aussi d'avoir une vie, tout simplement, en famille ou ce genre de choses. Et donc là, il est clair que nous,
On est là pour l'aider, pour qu'il puisse avoir une vie culturelle, une vie pour aller au restaurant, et ce genre de choses, un peu comme tout le monde, quoi. Est-ce que s'il avait des enfants, il n'en a pas, le président Macron, mais est-ce que s'il en avait, il pourrait les emmener à l'école, les déposer tous les matins? Est-ce qu'il y a eu des présidents? Je ne sais pas trop, je poserai la question. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres présidents, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai déjà vu pas mal de ministres déposer leurs enfants à l'école, oui. Moi, je me souviens, à l'école de mes enfants, il y avait des ministres qui venaient déposer leurs enfants. Tout simplement parce que c'était l'arrondissement. Hein. Est-ce que le président, s'il va pas bien, un jour, est fatigué, il peut dire, écoute, je travaille pas aujourd'hui, se mettre en une sorte d'arrêt maladie, pas bien? Ou est-ce que c'est vraiment, on trouve toujours une solution pour quand même faire? Il a des médecins qui s'occupent de lui, et puis après, il peut être malade comme tout le monde. Hein. À un moment, ça a été vu en France et dans le monde entier, puisqu'il il a eu le Covid. Il a été touché par le Covid aussi. Et donc, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. On devait se déplacer, on devait partir, si je me souviens bien, c'était en fin d'année, on devait partir au Liban, on n'a pas pu le faire. Mais je veux dire, ça n'empêche pas de travailler. Donc, comme tout le monde, je veux dire, il y a des gens qui sont malades, mais qui peuvent rester chez eux et qui, malgré tout, quand ils sont en état, parce qu'ils toussent un peu, ne vont pas contaminer tout le monde, mais vont quand même continuer à travailler parce que maintenant il y a le télétravail, il y a ce genre de choses, et qu'on peut encore rencontrer des gens. On peut se protéger aussi pour travailler, même si on est un peu fatigué. Donc je pense qu'il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de mettre entre parenthèses son travail. Est-ce que vous êtes déjà allé, je crois que j'avais vu, je ne sais plus où, cette question, est-ce que vous pouvez aller au McDo? Est-ce que le président t'a déjà dit, je voudrais manger McDo? Georges, est-ce qu'on peut faire une petite sortie, non? Non. Non. Ça, je ne pourrais pas te répondre, déjà. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, c'est vrai, c'est sensible, le McDo? Non, mais c'est américain. Non, mais tout le monde a mangé au McDo, mais... Ouais, d'accord. Ça, c'est des choses qui sont du domaine du privé. Quoi. Ouais, évidemment. Et est-ce qu'il... C'était Gabriel Attal, exactement. Merci. Tout à fait. On a vu Gabriel Attal qui sait servir les McDo, je crois. Exactement. Et d'ailleurs, dans un camion poubelle, c'est bien. Oui. Dernière question, les gens se posent, j'ai vu, est-ce qu'il peut faire du shopping? Est-ce qu'un jour, il peut dire, écoutez, genre, j'aimerais faire 3-4 boutiques pour acheter des costumes, et tu peux faire 3-4 boutiques? Rien n'est interdit. Après, c'est lui qui décide. Mais en général, il a encore aussi... je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont là pour travailler à son service, et donc pour justement lui éviter de faire ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le faire. Tu disais... Rien n'est interdit, mais il y a plein de gens qui le font pour lui. Donc c'est stupide de ne pas se servir des gens qui sont payés pour gagner du temps et faire autre chose de plus utile. Qu'est-ce que tu racontes dans ton livre? C'est un roman? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Si vous avez envie d'aller le lire, tu racontes des choses avec un monsieur de la Rocha qui pourrait te ressembler de près, de loin. C'est un roman inspiré. C'est un roman inspiré. Il y a des choses dont tu t'inspires de ta vie, de ce que tu as vécu En fait, je m'inspire, oui, parce que je m'inspire de faits réels. Mes romans sont toujours à base de faits réels. C'est-à-dire là, on va retrouver des moments de vérité, des choses qui se sont réellement passées. Et moi, je me sers de ces moments-là pour créer des histoires autour qui sont parfois des scénarios du pire. Parce que mon boulot, c'est aussi de penser au scénario du pire. Donc mon travail, il est là. Et donc, je ne pourrais jamais te dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui est sûr, c'est que je me base je pars sur du réel, et après, je crée une histoire, et c'est ça qui fait que ça devient un roman. Alors, ça ne veut pas dire que c'est... je veux dire, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, je laisse le lecteur décider. 13 novembre 2015, des attaques sévissent dans Paris. François de la Rocha, chef de la BRI, est rappelé de toute urgence au 36 quai des Orfèvres. Alors qu'il enfile son gilet de protection, il pense à sa famille en espérant qu'ils sont tous à l'abri. Dans quelques minutes, il sera au Bataclan et devra donner l'assaut. C'est quelque chose que tu as vraiment vécu, ça? Oui, ça c'est inspiré de faits réels et de choses que j'ai vécues. Et après, dans le Bataclan, il y a plein de choses qui sont bien évidemment inspirées et qui sont des choses qui sont des bribes d'histoire, mais c'est du roman. Ça permet de lire quand même quelque chose qui est crédible. Bien sûr, parce que je me suis quand même inspiré de choses sur lesquelles qu'on a vu, qu'on a ressenti. Il y a des choses qui sont aussi parfois inventées, hein, pour pouvoir donner plus de sens au roman. C'est un peu l'imagination, mais l'imagination, elle est toujours basée, comme tous les romanciers, je pense, sur des choses qu'on a à un moment vécues ou ressenties.
Par le verbe, par le glaive, voilà, aux éditions Mareuil Éditions. Je vous mets le lien en cliquant sous la vidéo. Par le verbe, par le glaive, c'est la devise de la BRI, donc il faut le savoir. Et donc j'ai eu envie de leur rendre hommage, puisque c'est un service qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, je fais une préface où j'en parle. Le glaive qui est l'épée. Hein. Le verbe, on discute d'abord, et puis quand on ne peut plus parler, eh ben, on sort le glaive. Je vais te montrer les images qu'on a réussi à filmer de toi, de près ou de loin. On a réussi à s'approcher à des moments parce qu'on était en cadreur voilà, autorisé à pouvoir filmer le 14 juillet comme beaucoup de journalistes. Et vous m'avez filmé. Et en fait, on a zoomé sur le président, puis on a décalé sur toi pour essayer de montrer, si tu peux juste expliquer un petit peu ce qu'on voit. D'accord. Et tu vas décrire. Tiens, c'est parti. Voilà, ça c'était le 14 juillet du coup. Je crois que c'était en bas de l'Arc de Triomphe. Voilà, on te voit sur le côté. Tout à fait. Ça, c'est l'arrivée au niveau de l'Arc de Triomphe. C'est une cérémonie qui a lieu systématiquement avec donc le chef d'état-major militaire. Et donc là, le président va monter dans un véhicule militaire. Et moi, je suis là pour contrôler cette manip. On te voit, tu parles à un policier qui est en uniforme je sais pas comment on dit, de parade. Oui. Il a tout. Tu les envoies, c'est toi qui diriges, tu es vraiment le chef d'orchestre de tout ça? C'est-à-dire que je suis le chef du dispositif, donc après j'ai d'autres personnes, et donc moi je suis là pour surveiller effectivement que tout est en place. Donc on me voit un peu tourner la tête dans tous les sens. On te voit au milieu de la fanfare là par exemple. Oui, parce que bien caché dans la fanfare. Je me mets sur le côté parce que c'est parce qu'il y a un zoom dessus, mais je suis quand même assez discret. C'est pas à moi à me mettre en avant. Et là, je suis au contact de tu avances au fur et à mesure. Voilà, et je l'accompagne jusqu'à la tribune. Et ensuite, je me mets en position dans la tribune, tranquillement, et avec des gens que j'ai un peu partout. Donc, tu vois, tout le monde applaudit, sauf moi. C'est vrai que tu es dans la boule, et après, tu suis le mouvement du président. C'est-à-dire que tu le suis toujours, tu le gardes toujours en visu de patron? Oui, on est concentré sur ce qu'on a à faire, bien évidemment, et donc on est au plus près. Là, on est dans une phase un peu plus décontractée, c'est-à-dire qu'ils discutent avec les troupes, et on considère que là, le risque est nettement moins important. D'accord, oui, parce que c'est des gens qui sont déjà fouillés. Ce sont des gens qui ont été criblés déjà à l'avance, et puis ce sont des militaires, donc on considère qu'on a toute confiance en eux, et c'est eux qui nous protègent. On te voit décontracté comme ça, oui, t'es un peu plus cool. Là, on est à la fin de la cérémonie. Ouais. Tu sais que c'est un stress le 14 juillet, oui, c'est un gros événement en tout cas, il n'est pas anodin non plus. C'est un stress, oui, c'est un gros événement qui revient chaque année, donc on est moins... on n'est pas perdu, je dirais. Là, en l'occurrence, sur ce 14 juillet, c'était quand même un peu novateur, puisqu'on n'était pas à l'endroit habituel, puisqu'on n'a pas fait les Champs-Élysées, puis ils étaient pris pour les JO et les Jeux Olympiques. Et donc là, on a un peu innové, ce qui était un facteur un peu plus stressant, je dirais, parce qu'on était dans des modèles qui étaient différents par rapport à ce qu'on faisait à chaque fois. Tu étais sur l'avenue Foch par rapport à d'habitude, où c'est dans la lignée de l'Arc de Triomphe, tout au fond, sur les Champs-Élysées, quoi. Exactement. C'était pas la même route, donc ça changeait un peu de... Voilà. Alors on n'était pas très loin quand même. Mais l'avenue des Champs, c'est pas l'avenue Foch. Elle est plus petite, donc il y a des contraintes qui sont différentes. Et tout ça, il fallait les mettre en musique. Dans ton livre, donc par le verbe, par le glaive, tu écris une tentative d'assassinat sur le président pendant une visite à l'étranger à Santa Cruz. Est-ce que c'est déjà arrivé, sans donner de détails, mais qu'il y a un vrai risque imminent et que vous arrivez à déjouer? Sur le président? Oui. Sur le nôtre? Donc ça, je pourrais bien évidemment pas en parler. C'est mon rôle d'essayer. Hein. Oui, bien sûr. Poser des questions. Non. Il est clair que moi, mon travail, c'est de travailler sur les scénarios du pire. Et quand je vais sur des déplacements, je peux imaginer le pire. Et ce qui me permet aussi, en faisant des scénarios du pire, d'avoir des histoires aussi. On sait que les risques existent. Et donc, notre travail, il est de pouvoir mettre un dispositif qui est complètement dissuasif et qui empêche toute velléité de n'importe qui, c'est-à-dire d'un illuminé comme d'un terroriste. Tu parles parfois, dans le livre, juste avant de faire rentrer ta femme, dernière question, est-ce que parfois tu as la population qui sont coopératives, qui vous aident ou qui t'ont aidé Est-ce que tu as une anecdote, tu vois, même à la BRI, au SDLP, j'en sais rien, quelqu'un qui vous aide de la population civile, je sais pas, pour vous faire un signe, vous montrer quelqu'un, ou vous donner quelque chose à manger, j'en sais rien.
quelque chose à manger, oui. Je pourrais en parler parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était pendant les attentats qu'on avait en janvier, et on recherchait les frères Kouachi qui avaient été vus du côté de Villers-Cotterêts, donc en banlieue nord. Et on avait en fait on avait une zone très importante à fouiller avec le GIGN et le RAID. On s'était partagé la zone. Et on a travaillé toute la journée, il faisait assez froid, il pleuvait, et je crois qu'on n'a pas mangé de toute la journée. On était partis dès le matin, et ils avaient été donc repérés dès le matin. Donc on a filé là-bas, et on faisait des fouilles systématiques de villages, un peu comme des fouilles militaires, hein, c'est-à-dire qu'on rentrait dans un village, une sorte de battu, quoi. Voilà, on rabattait, on fouillait toutes les maisons, et parfois on tombait sur des maisons isolées, et à un moment on est tombé sur une maison isolée qui était une demeure de maître, qui était complètement close. Les volets étaient fermés, mais on s'aperçoit qu'il y a de la cheminée quand même, la cheminée qui fume. Et donc un des gars de chez moi vient me dire, bon, il y a quand même une fumée, donc il doit y avoir quand même quelqu'un. Et comme on savait que les frères Kouachi pouvaient se dissimuler éventuellement dans une maison même abandonnée, et qu'il faisait froid, il ne fallait pas qu'on passe cette maison sans être sûr qu'il n'y ait personne. Donc on y retourne. Et là, à force de taper à la porte, j'ai dit on va quand même taper à la porte avant de détruire la porte. Donc on va. C'est une bonne solution. Voilà, et on va essayer quand même de se faire ouvrir. Et finalement, on a un couple âgé, pas très âgé, mais enfin assez âgé, qui ouvre. Donc une dame avec un monsieur, un grand monsieur. Et là, donc nous. Il comprend qu'on est des policiers, et donc ils nous expliquent qu'ils ont fermé leur volet parce qu'ils ont peur. Ah, ils savaient qu'il y avait une battue. Et qu'il y avait une battue, que c'était ils avaient téléphoné aux enfants, qui leur disaient que la police était déployée partout, qu'il y avait des terroristes dans le coin, donc ils s'étaient un peu barricadés, je dirais. Et donc le vieux monsieur me dit, moi je suis un ancien militaire, je suis un ancien général de l'armée, donc si vous avez besoin de moi pour fouiller, moi j'ai toutes les clés, tout ça, je peux vous accompagner. Bon, j'avais pas mal de gars avec moi, je lui mets un groupe complet et je lui dis, vous les accompagnez et vous donnez les clés et vous leur dites à quel endroit, où ça s'ouvre, qu'est-ce que c'est, pour etc. La maison, tu veux dire, ouais. C'était une demeure de maître, c'est-à-dire qu'il y avait des dépendances aussi. Ah oui, donc s'ils sont cachés dans un... Il y avait plein de choses. Donc c'était très grand. Et donc j'envoie tous mes gars et on reste... J'avais quand même un groupe entier qui restait au niveau de la maison, sur lequel on a fouillé un peu la maison pour être sûr, mais comme ils étaient dedans, on se doutait qu'il n'y avait pas grand-chose, hormis le fait qu'ils avaient été pris en otage, mais je pense qu'ils ne seraient pas venus les deux. Donc rapidement, on s'aperçoit que la maison est safe, et là, c'était assez amusant parce que la dame me dit, mais vous voulez peut-être un café? Et je lui dis, écoutez, c'est pas de refus, parce que tous mes gars ont un peu froid, là, et donc ça va un peu les réchauffer. Et là, il me dit, mais vous avez mangé? Et donc là, je la regarde, je lui dis, en fait, pour tout vous dire, on n'a pas mangé du tout. Là, tous mes gars n'ont pas mangé du tout. Et vous avez rien mangé de toute la journée? Oui. Bon, ok. Et donc là, elle ouvre les placards, et là, elle a commencé à sortir tout ce qu'elle avait dans les placards, tout ce qu'elle avait dans le frigo. Elle a posé tout ça sur la table, elle a dit, servez-vous, faites ce que vous voulez. Et donc, ça a été hyper amusant parce que bon, on a mangé, tous les gars, je les ai rappelés à la radio, j'aurais dit les gars, c'est le moment ou jamais. Tu sais pas, ça n'a pas duré une journée de plus. Exactement. De toute façon, quand on est dans l'opérationnel, on profite quand on peut manger, quand on peut dormir. Il faut à chaque fois saisir l'occasion. Donc là, on avait l'occasion de pouvoir se restaurer, on le fait. Et donc ils sont tous venus. Après, la dame nous a donné des plaquettes de chocolat en disant, vos gars qui n'ont pas pu venir, vous leur donnez ça, etc. Enfin, c'était un moment d'une gentillesse incroyable. Donc ces gens-là, on devait les inviter à venir visiter le 36 quai des Orfèvres. Et malheureusement, c'est tombé ils devaient venir au mois de novembre, et c'est tombé juste au moment où le Bataclan est tombé. Ah, waouh. Et donc, du coup, on n'a jamais pu le faire. Et c'est un grand regret. Ah, tu ne les as pas revus encore Et c'est un grand regret pour moi. Les embrasse Voilà. Je les embrasse. Si jamais ils voient cette vidéo, je les embrasse. Putain, c'est fou. Est-ce que tu serais d'accord, du coup, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, ta femme t'a accompagné pour venir avec toi au studio au jour du tournage. Est-ce que tu serais d'accord qu'elle s'assoie à côté de toi, qu'on fasse rentrer un siège pour discuter? Parce qu'il se trouve qu'elle a sorti un livre il y a très longtemps, mais c'est même pas le sujet. Hein. C'est vraiment histoire de parler du quotidien d'être femme d'un policier d'élite.
Bien sûr que je suis d'accord. Ça te fait peur ou pas, non? Ça fait peur, sinon je vais me faire engueuler si je dis non. Non, mais bien évidemment, c'est important la famille, et mon épouse, bien évidemment, compte énormément. Dans ma carrière. T'en parles dans le livre. Bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir l'autre côté, tu vois, l'autre bien sûr. Qu'on imagine. On va la faire rentrer, mais ce que je propose, si tu es d'accord, c'est qu'on prenne le temps. Avec elle aussi, ça va être très intéressant, il y aura plein d'anecdotes. Qu'on découpe l'émission, on l'a fait quelques fois sur Légende, en 2 parties. Et comme ça, la prochaine émission qui sortira sur la chaîne, ce sera la partie 2 avec ta femme. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse ça? Bien sûr. Bon. Merci en tout cas. On se retrouve donc du coup dans un prochain épisode, partie 2. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur Légende. Mercredi, vendredi et dimanche, on vous met une interview ou alors un documentaire sur la chaîne. Merci de vous abonner de plus en plus. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker. On se retrouve dans la partie 2 avec Catherine, du coup, ta femme Georges, pour cette partie-là. À bientôt tout le monde.